Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Grande Déprime au cinéma, où l'on découvre que les salles obscures ne sont pas seulement là pour nous faire dormir, mais aussi pour nous rappeler que la vie, c'est moche, et que le popcorn n'y changera rien. Cette semaine, les critiques du monde ont dégainé leurs plumes trempées dans le vinaigre pour nous parler des films à l'affiche. Entre Blue Sun Palace, où des Chinois mélancoliques hantent New York comme des fantômes qui auraient raté leur train pour l'au-delà, et Black Box Diaries, où une Japonaise brave l'omerta avec un chemisier mal boutonné, on sent que 2025 commence fort. Encore une salve de chefs-d'œuvre qui prouve que la réalité dépasse la fiction et que le bon sens, lui, a pris un aller simple pour les Bahamas. Commençons par Blue Sun Palace, où l'histoire de Chinois exilés qui errent dans un New York tellement flou qu'on dirait un décor de film oublié par un stagiaire de la prod. La réalisatrice Constance Tsang, 33 ans, déjà vieille dans l'âme, visiblement, nous balance une mosaïque de silences lourds et de plans arty, où même les acteurs ont l'air de se demander ce qu'ils foutent là. On y croise Li Kangsheng, sorte de totem taïwanais, qui traîne sa gueule de bois existentielle comme un SDF de luxe. Résultat, 2 heures de déracinement mélancolique où le spectateur finit par se demander s'il n'a pas lui-même émigré dans une dimension parallèle, sans popcorn ni happy end. Et puis il y a Black Box Diaries, où Shiori Ito, journaliste japonaise, transforme son viol en croisade documentaire. Entre le film d'espionnage, elle traque le chef de la police avec la discrétion d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, et le journal intime où elle pleure en gros plan, on oscille entre James Bond et les feux de l'amour. À la fin, elle fait réécrire la loi japonaise sur le viol. Mais le vrai scoop, c'est que tout le pays s'est focalisé sur son chemisier ouvert. Moralité. Au Japon, mieux vaut un bouton mal mis qu'une vérité bien dite. Et que dire de The Insider? Steven Soderbergh nous refourgue un couple d'espions britanniques, Kate Blanchett et Michael Fassbender, qui passent leur temps à se mentir en buvant du thé dans une maison trop propre pour être honnête. Entre 2 missions secrètes, ils se demandent qui a couché avec qui, sous prétexte de voler des dossiers. Une comédie conjugale déguisée en thriller, où même les micros cachés semblent s'ennuyer. On dirait sexe, mensonge et vidéo. Mais avec plus de budget et moins de sexe. Évidemment, derrière ces films, il y a les critiques du monde. Ces chevaliers de la plume qui montent au créneau pour nous dire quoi penser. Eux, ils adorent. Oh, une arythmie mélancolique. Oh, un trouble géographique. On sent le frisson intellectuel jusque dans leur bureau parisien où ils sirotent leur café bio en se félicitant d'avoir compris des trucs qu'on n'a même pas vus à l'écran. Pendant ce temps, les réalisateurs se prennent pour des résistants, des poètes, des révolutionnaires, alors qu'ils tournent juste des films que personne ne verra, sauf peut-être leur mère et 3 hipsters en reconversion. Et puis il y a les institutions, les festivals comme Cannes, qui distribuent des prix comme on jette des os aux chiens. Blue Sun Palace, prix French Touch, parce que ça sonne bien, même si personne ne sait ce que ça veut dire. La convocation, caméra d'or, parce qu'un film norvégien sur des gosses qui se tripotent dans une école, ça fait toujours son petit effet dans les dîners mondains. Pendant ce temps, les salles se vident, les multiplex pleurent, et les exploitants se demandent si le prochain blockbuster Marvel ne serait pas plus rentable qu'un road trip avec une mamie cancéreuse. On ira, coucou Hélène Vincent. Heureusement, les grands esprits du cinéma d'auteur veillent, ou plutôt somnolent, entre 2 subventions et une petite sieste bien méritée. Ce n'est pas comme si c'était la première fois qu'on nous faisait le coup. Souvenez-vous de l'année dernière, avec ce docu sur un éleveur de chèvres roumaines qui pleurait sa solitude, primé à Berlin, snobé par le public, ou cet autre film sur des migrants qui traversaient la mer dans un silence assourdissant, tellement contemplatif qu'on a cru à une panne de son. Cette semaine, on remet le couvert. Reine-mère, où une famille maghrébine se fait expulser en hurlant comme dans une tragédie grecque, mais avec l'accent de Sophia Loren. Ou vers un pays inconnu, où 2 cousins palestiniens rêvent d'ouvrir un kebab en Allemagne, mais finissent dans un squat grec, à se regarder dans le blanc des yeux. Alors voilà mes amis, le cinéma de 2025 s'annonce comme une grande fête de la déprime. Les critiques applaudissent, les réalisateurs se gargarisent. Et nous, pauvres spectateurs, on reste là à se demander si on n'aurait pas mieux fait de mater un replay de Plus belle la vie. Mais bon, après tout, c'est peut-être à nous de changer la donne. Ouvrez les débats, osez critiquer ces chefs-d'œuvre qu'on vous impose, et surtout, n'oubliez pas, un bon film, c'est aussi celui qu'on prend plaisir à regarder. À bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, faites vos propres critiques, avant que d'autres ne le fassent pour vous.